Pouvait-on imaginer titre plus explicite que celui de vide stratégique? Assurément non. On doit donc être reconnaissant à Philippe Baumard, professeur à l'École polytechnique, président du conseil scientifique du Conseil supérieur de la recherche stratégique, d'avoir aussi clairement mis les mots sur sans doute les plus importants de nos mots actuels. Pour discuter avec lui de ce vide stratégique, nous recevons donc Philippe Baumard. Bonjour. Philippe Baumard, bonjour. Votre thèse dans votre ouvrage, Vide stratégique, publié en 2012, CNRS Éditions, il y a eu une grande transformation. Et vous nous décrivez cette grande transformation qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, comment on a basculé donc, du stratégique au tactique, pour faire bref? L'ouvrage est né d'un agacement, sinon d'une petite tristesse par rapport à la situation qu'on vit tous actuellement et qu'on vit depuis maintenant une dizaine d'années. Et cet agacement, c'était sur l'idée qu'il y avait à la fois une absence de la pensée stratégique, ce qui est une chose, hein, c'est-à-dire on a perdu des grands stratèges, une présence moins prononcée de la stratégie au sein des gouvernements, ce qui est un problème, mais un problème à part. Pour rappeler que fut un temps, on avait le général Poirier qui était... Exactement, on avait en France une pensée stratégique Absolument. qui était extrêmement puissante. On a toujours d'ailleurs, hein, qui est là, qui rayonne beaucoup, mais c'est un problème général. C'est-à-dire dans le monde, il y a un appétit beaucoup moins prononcé par les gouvernements, que ce soit les gouvernements russes, français, allemands, pour parler du cas de l'Allemagne qui est un peu particulier. Donc ça, c'est un problème. Puis il y a l'autre problème qui est peut-être beaucoup plus saillant, qui est l'absence de réponse stratégique. C'est pas pareil. C'est-à-dire l'absence de réponse stratégique, c'est-à-dire qu'on a le dérèglement climatique, on a des réponses, mais ce sont des réponses tactiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse stratégique. Sur le fond, on a une dépendance à l'économie fossile. Le problème est anthropocentrique, c'est-à-dire que c'est un problème créé par l'homme. La réponse doit être trouvée chez l'homme. Et ça, vous datez ce momentum de la guerre froide, en gros. Ensuite j'ai essayé de comprendre, parce que j'écoutais la presse et on nous disait c'est la crise de 2008, c'est le subprime. Après, on nous disait mais non, bien sûr, c'est les Twin Towers, hein, c'est 2001. Et ça me paraissait très facile de dire tiens, le problème est évidemment contemporain. Quand on regarde les statistiques, on voit bien qu'on décroche au niveau des dettes souveraines il y a 30-40 ans, on ne décroche pas aujourd'hui. Quand on voit l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne, ce n'est pas 2008, c'est plutôt 2001. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être, c'est 10-15 ans, peut-être c'est un changement de mode opératoire, un changement de façon de penser le monde, la stratégie, qui a peut-être des racines beaucoup plus profondes. Donc j'ai repris, je suis remonté dans le temps. Donc j'essaie de comprendre ce que c'est que la stratégie, puis la stratégie, elle naît dans le monde grec, enfin la stratégie telle qu'on l'a définie en Occident. Hein, c'est le stratégos, et le stratégos, on dit c'est le général. Bon, et je regarde, et le stratégos, quand on regarde les 2 derniers siècles d'Athènes, il y a exactement 50% de stratégos qui sont des généraux et 50% qui sont des démagogues, c'est-à-dire des politiques. Donc ça, déjà, c'est pas vrai. C'est l'art de commander, la stratégie, mais c'est pas forcément un art de commander qui est sur des enjeux stratégiques au sens défense, souveraineté. C'est aussi l'art de commander civil. Puis je creuse et j'essaie de comprendre s'il y a des modes opératoires ou des paradigmes qui s'installent. C'est là qu'apparaît la tactique. C'est là qu'apparaît la tactique parce que Clausewitz a installé l'absolutisme. C'est-à-dire il a installé l'idée que pour gagner en stratégie, il faut anéantir l'ennemi. Donc il n'y a plus, avec Clausewitz, on quitte en fait cet aller-retour entre la politique, la stratégie, le civil. Quand on gagne, on écrase. Il est très influencé par Napoléon, donc c'est pas lui qui a terminé son ouvrage, c'est son épouse, mais on sent bien qu'il est fasciné par ça. Et ce paradigme qu'installe Clausewitz, c'est un paradigme qu'on va retrouver pendant un siècle et demi et qui va animer les guerres mondiales, et jusqu'à l'épuisement. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé la bombe atomique, on est allé au bout de la logique clausewitzienne, c'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à l'anéantissement qui va beaucoup plus loin que l'objet même du genre humain. Arrive la guerre froide. Et pendant la guerre froide, on est dans l'ère de la dissuasion nucléaire, donc on peut finalement
plus faire grand-chose au niveau stratégique parce qu'on ne va pas appuyer sur ce bouton. On est à 2 pas avec la crise de Cuba et de la baie des Cochons. Hein, quand on regarde cet excellent documentaire The Fog of War avec Robert McNamara, il explique qu'on est à 2 pas. Mais on ne le fait pas. Et là, on découvre que finalement, si on gère les crises de façon discrète, secrète et tactique, on gagne. Et on installe ça. Ça devient un mode opératoire dominant, c'est-à-dire qu'on a une crise, on va la gérer. C'est un peu la naissance à la fois des opérations spéciales, mais c'est une culture gouvernementale qui est en train de s'installer. Elle s'installe jusqu'à la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, il y a un phénomène de ressources humaines. On ne sait pas quoi faire de toute cette expertise. Elle existe. Et donc, elle se recase. Ce n'est pas les gouvernements qui la recasent. Il n'y a pas de conspiration. Elle se recase naturellement. Elle rejoint le monde économique, le monde politique. Et elle se transfère. Commencent à apparaître les grandes crises financières. Et le monde financier répond de façon tactique. C'est le début des instruments financiers sophistiqués. C'est le début des instruments de compensation. Le temps se raccourcit. On est capable, grâce à la technologie, à répondre très rapidement et à mettre en place des systèmes, des mécanismes de compensation ou de déport. C'est la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est une réponse tactique qu'on fait depuis des années sur le marché du crédit. On a un problème d'accès au crédit. Bon, allez, on ouvre l'accès au crédit, c'est ce qu'ils ont fait. Absolument. Et à un moment donné, ça dérape. Et au lieu de se dire on a un problème stratégique, on a dérapé, on met en place un mécanisme tactique pour pouvoir masquer le dérapage, déporter la responsabilité. Absolument. Et c'est la crise d'aujourd'hui. On a vraiment le sentiment, en vous écoutant, d'être dans le guépard de Visconti. Pour que ça change, il faut que tout change pour que rien ne change, au fond. C'est-à-dire qu'on reproduit à chaque fois les mêmes réponses, quoi. Oui, qui est le fragment d'Héraclite, tout change toujours plus vite, que les gens interprètent très mal. Oui. Le fragment d'Héraclite est ironique, il dit l'homme pense changer, mais fondamentalement, rien ne change. Mais c'est aussi en psychothérapie, l'école de Palo Alto, de Paul Watzlawick. Faire plus de la même chose, c'est-à-dire que c'est l'acharnement thérapeutique, c'est je guéris en faisant plus du mal qui me fait mal. Et c'est dans toute ressemblance avec la crise de l'euro serait purement fortuite. Elle n'est pas fortuite. Elle n'est pas fortuite. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, ça amène quoi? Ça amène à être forcé à créer des espaces de discrétion. Et quand on crée des espaces de discrétion, quand on veut cacher qu'on est dans un système tactique à court terme, c'est aussi avouer qu'on n'est pas intéressé dans le long terme. Donc automatiquement, ces grandes entreprises, parfois ces États, qui sont dans cette logique tactique, ne peuvent pas avouer que la stratégie, ils ne peuvent plus la faire parce qu'ils sont pieds et poings liés sur l'engagement tactique. Aujourd'hui, notre dette souveraine est récompensée dans son financement à court terme. Si la France fait du crédit revolving, c'est une image, mais si elle fait du crédit revolving sur sa dette, les marchés la récompensent. Elle est punie à long terme. Donc on est dans ce mécanisme-là. Et les gens sont pris dans ce mécanisme-là, ils ne peuvent pas l'avouer. Et quand ils ne peuvent pas l'avouer, on a des grands groupes qui perdent le sens de leur relation à la société. Donc il n'y a plus que le peuple qui fait société. L'industrie, elle est dans un mécanisme tactique. On l'a vu avec l'affaire l'État américain contre Apple. Quand il y a eu cette audition au Congrès où l'État américain dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez monté une filiale en Irlande et cette filiale, elle n'a pas le droit d'avoir de résidence fiscale. Donc si elle n'a pas de résidence fiscale, donc vous ne pouvez pas payer d'impôts en Irlande. Donc vous avez payé 2%, un accord avec les Irlandais. Mais donc, où est-ce que vous avez payé vos impôts? Et donc voilà, on est dans ces mécanismes. Je ne pense pas que les grands groupes industriels soient dans une démarche conspirative. Ils sont dans une démarche adaptative. Ils s'adaptent au jour le jour. Ouais. En vous écoutant, on pense immédiatement à l'interview qu'avait donnée Michel Rocard en 2011 au Monde, qui disait « Aujourd'hui, tout le monde navigue à vue ». On a l'impression que par cette idée du paradigme de la tactique, on est vraiment dans cette gestion à vue et on crée on traite de symptômes, de plus en plus de symptômes, mais on a quand même le sentiment que ces symptômes ont une fâcheuse tendance à converger sous des formes qui donnent à penser que ce paradigme de la tactique réappelle le stratégique. Il y a une aspiration à quelque chose d'autre. Il réappelle le stratégique parce qu'il y a une variable qu'on a oubliée, c'est que dans ces 50 dernières années,
la culture, le savoir s'est énormément propagé. Donc on n'a plus cette dissociation du voir être vu qui est chère à Michel Foucault ou qui est chère à Francis Bacon. Hein. On se rappelle l'art de gouverner pour Francis Bacon, c'est d'avoir d'un côté ceux qui voient sans être vus, ceux qui sont vus sans voir. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Du coup, les populations sentent qu'il y a ce mensonge tactique permanent. Le numérique n'est pas tout à fait anodin dans ce contexte. Le numérique change tout, change la donne. Parce que le numérique, c'est à la fois la capacité de connaître, et donc qui casse cette logique foucaldienne ou de Bacon sur c'est Elisabeth Ier. Et puis aussi, le numérique permet de s'organiser. Donc, à un paradigme tactique, les gens peuvent eux aussi faire de la tactique. Ils peuvent faire de la tactique en se coordonnant au niveau global. On l'a vu. Alors, est-ce qu'ils sont totalement autonomes? Pas toujours. On l'a vu dans les révolutions arabes, on l'a vu à Kiev. On l'a vu à Londres en 2011. On l'a vu à Londres en 2011. On a vu les mouvements protestataires contre Wall Street aux États-Unis. Ça, c'est la réaction. C'est-à-dire les gens disent « on a compris ». On a compris qu'il y a un paradigme dans lequel vous êtes et dans lequel vous naviguez à vue et pour lequel vous n'avez aucune réponse stratégique. Vous avez évoqué Michel Foucault, voir sans être vu, le panoptisme. Et Gilles Deleuze, qui lisait Foucault, disait la vraie figure du panoptisme, c'est conduire une multiplicité humaine quelconque à partir d'un point unique quelconque. Et on a ce sentiment que ce point unique quelconque, effectivement, n'existe plus. C'est-à-dire qu'il est dispersé. Voilà. Et le risque... Il existe, il peut être pris par ceux qui veulent le prendre. Et c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire, on sent bien la nervosité des gouvernements, hein, la peur du soulèvement. Les communications qui sont... On a énormément de communications très intéressantes à faire. On n'a jamais autant créé de richesses. On a créé dans les 20 dernières années plus de richesses que dans les 70 d'avant. Donc on est dans un monde qui, au niveau de l'innovation scientifique et technique, au niveau de la création de richesses, est à son apogée. Mais les gouvernements ont peur. Et donc ils regardent sur la menace. Clausewitz, que vous évoquiez, parlait quand même de point culminant à un moment. Oui. Et il y a des risques de désastre. Vous avez évoqué, on parlait on n'en a pas parlé, mais on aurait pu parler de René Girard avec H.P. Clausewitz. On est très proche de tout ça. Un excellent livre sur cette question qui reprend ce thème. Si ce vide que vous avez extrêmement diagnostiqué, argumenté dans cet ouvrage est bien là, comment le réhabiter pour conclure? Comment y a-t-il, on a vu que ça appelait le retour du stratégique. Êtes-vous optimiste, en d'autres termes, quant à la capacité parce que depuis la publication de l'ouvrage, il se passe énormément de phénomènes. Date de 2012, pour le... Oui, c'est ça. Donc il se passe en exactement 2 ans, on a une accélération extraordinaire de phénomènes qui sont des phénomènes qui partent du bas qui refusent cette logique tactique permanente. Et on a de la réappropriation partout. On a de la réappropriation sur l'investissement. Hein, le crowdsourcing, ce capitalisme populaire, très mauvais mot, parce que pourquoi populaire? C'est peut-être comme ça qu'on devrait redéfinir le capitalisme, finalement. La réappropriation politique, le discours politique, on sent bien que l'écart s'est inversé. Le creux, maintenant, est en haut, et le plein est en bas. Donc ça change énormément, ça change rapidement, et avec une organisation, celle qui fait peur au gouvernement, à tous les gouvernements, je le sais avec un S, une organisation, une structuration qui est extrêmement rapide. Donc le vide stratégique va se remplir, il va se remplir avec une réappropriation à la fois du discours stratégique et une réappropriation de l'économie du réel. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Philippe Baumard, donc Le vide stratégique, édition CNRS. Merci. Je vous remercie de votre venue.